Je vous remercie d'accueillir Jacques Dinguirard, qui est directeur des opérations du bureau Exobim. Merci de venir nous rejoindre. Et Aurélie Geoffrey, qui est responsable production du bureau d'ingénierie CETI Structure. Merci de les accueillir, s'il vous plaît. Alors, venez à ma gauche, s'il vous plaît. Venez à ma gauche. Bon. Après, on va me dire que je fais pas attention. Ouais. Alors, Jacques Dinguirard, Aurélie Geoffrey, donc Exobim, donc bureau d'études spécialisé et AMO pour accompagner. AMOBIM, c'est ça. Vous allez nous parler d'un projet assez important quand même sur le territoire. Vous allez nous parler du clos couvert. Enfin, vous êtes intervenu sur la partie clos couvert des futures archives départementales de l'Isère. Vous allez nous présenter cette opération et encore une fois le pourquoi et le comment du BIM. On reviendra avec vous sur qu'est-ce que ça vous a apporté et quelles sont aussi été les difficultés rencontrées. Voilà, merci. Et je vous passe le pouvoir. Merci. Et ça marche ? Vers la droite pour avancer. Bonjour à tous. Bonjour, pardon. Alors, l'idée, c'est de vous présenter notre démarche sur les archives et comment on est arrivé au BIM. Donc, c'est nous. En fait, la première chose que c'est posé, alors pour vous expliquer, CETI fait partie d'un groupe qui est le groupe EWEC, qui est un TCE, et qui ont mis en place avec Exobim depuis 3 ans maintenant une démarche pour que ce TCE soit full BIM d'ici 2 ans. C'est un vrai gros pari. Ça marche pas, on en parlera après, mais c'est un vrai gros pari. Donc, il y a avec Franck Desmond et Yannick Lévy, les fondateurs de ce bureau d'ingénierie, on s'est posé une question il y a 3 ans et demi en arrière. On s'est dit, c'est quoi le BIM ? Et on est arrivé à cette phrase qui est la phrase qui guide notre travail depuis 3 ans. C'est un processus paramétrique accompagné d'une technologie digitale permettant de produire, d'analyser, d'exploiter des modèles constructibles. C'est-à-dire qu'on ne parle absolument pas de la 3D. La 3D n'est que l'expression visuelle de tout ce qui va être fait dans le digital. C'est comme ça qu'on a pris le problème. Donc on s'est dit, pour l'entreprise, première chose, c'est une transition digitale. Une transition digitale, c'est quoi ? C'est des gens qui se parlent entre eux. C'est une nouvelle méthode de travail, c'est des plateformes effectivement collaboratives. Alors nous, on a carrément pris l'option, vu que je suis issu du monde du digital, de développer la nôtre. Elle est privée, elle est qu'à nous, et on ne la prête pas. Non, si on la partage sur les chantiers, mais elle n'est pas en mode SaaS, elle n'est pas louable. Et après, c'est des humains, c'est-à-dire on a refait une formation interne dans l'entreprise et on a appris aux gens, en même temps qu'ils apprenaient à utiliser le logiciel, à se parler et à définir des protocoles ensemble pour pouvoir échanger. Puisqu'on est en TCE, on a économie, structure, fluide et exé. Voilà. Comment ça marche le BIM ? On a été très simple, on a cherché à comprendre. Première chose, on s'est dit c'est du paramétrique, donc c'est une brique de Lego, tout simple, à qui on apprend à communiquer avec les autres briques de Lego qui sont autour. Donc on va mettre des paramètres dans une brique de Lego en lui disant quand tu es à côté d'une jaune, tu nous dis que ça ne marche pas, quand tu es à côté d'une rouge, tu nous dis que ça marche. Et après, surtout, et c'est la force du digital, on en a déduit que c'était surtout un delivery system. Et ça a fait tout le système de fonctionnement de l'entreprise depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'on est parti de la fin. On s'est dit, si c'est un delivery system, ce que vous voyez, alors je crois qu'il y a un laser, non ? Je sais pas. Oui, tout en haut, logiquement. Tout en haut. En rouge. Ouais, là. En fait, on part de données brutes, et une fois que ces données brutes ont été assemblées et compilées à travers les logiciels dont certains représentants éditeurs sont là, on arrive à des données compilées qui sont exploitables sur le terrain. Voilà. Dans le cadre des archives départementales, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les données finales, le delivery qu'on avait en finale, c'était les plans d'exé. Donc, dont Aurélie est la directrice du département exé, et on est parti avec Aurélie dans ce sens-là, et on a dit, on a fait d'abord une analyse des besoins. Donc, quels sont les besoins du client ? Et on a remonté toute la chaîne à partir de ce qu'on allait livrer au client. Et une fois qu'on sait ce qu'on va livrer au client, on remonte jusqu'à ce qu'on organise les équipes et qu'on organise le paramétrage des logiciels. Donc le delivery system, si je comprends bien, on part du livrable attendu et on remonte la chaîne, c'est ça ? On part du livrable attendu et on remonte toute la chaîne pour arriver à mettre en place et l'équipe, les logiciels et la méthode. Donc on est parti, on avait à livrer des plans d'exé, une synthèse bien entendu et des DOE. De là, on a créé des tableaux, vous les connaissez tous. Alors on a pris la norme française, le moniteur, c'était plus simple pour nous que partir sur le LOD.
Le load est quand même assez complexe. Alors le load, peut-être que je vais aller trop vite, tout le monde sait ce que c'est, je ne pense pas avoir besoin. Donc nous, on est parti sur une norme française parce qu'elle est physiquement représentée en dessin, donc elle est plus facile. Et le niveau d'information, c'est un peu ce qu'on veut. Aujourd'hui, il n'y a pas de grande définition du niveau d'information. Et il dépend de toute façon de ce qu'on a besoin en termes de livrables. Donc nous, on a défini les tableaux selon ce qu'on avait à rendre et selon les phases, et on est parti là-dessus. De là, donc ça c'est pour reprendre la norme qu'on a décidé de prendre, celle du moniteur, qui est pratique pour nous, parce que physiquement, en termes de dessin, elle est facile à exploiter, 3 niveaux, avec le 0 où il n'y a rien, ça va assez bien. Et de là, une fois qu'on a eu fait ça, on en a écrit, alors là on vous en montre, je crois que ce protocole fait quelque chose comme 60 pages, uniquement sur les plans d'exéstructure, et on a démonté ce qu'était pour nous un plan d'exéstructure, et ce qu'on devait voir dans le plan d'exéstructure, et du coup, on en a fait toutes les règles de fonctionnement et toutes les règles de paramétrage des outils BIM qu'il y a autour de ce modèle-là. Alors, pour être clair, là, on avait un outil BIM qui nous était imposé par l'architecte qui est Créon, qui était l'outil Revit 2018-2, et on est parti là-dessus. Donc, on a écrit tout le paramétrage qu'on devait mettre dans Revit pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, c'est tout un protocole. Comme ça. De là, on en a écrit plusieurs tableaux. Donc, on a écrit les 5 niveaux classiques d'informations et on a défini toutes les informations. Ce sont en fait tous les détails et tous les post-it attachés à l'objet dont on avait besoin, puisqu'on avait une synthèse à faire. Et on en a défini l'ensemble des informations. Bon, en bleu, on a des informations qui sont automatiquement issues du logiciel. En rouge, celles qui sont totalement inutiles dans une synthèse comme la nôtre. On n'avait pas besoin de faire de synthèse, par exemple, thermique, donc tous les coefficients n'étaient pas mis appliqués sur les parties béton. Par contre, on avait tous les ratios d'acier, puisqu'on devait vérifier ça, fournir une vérification là-dessus, et ainsi de suite. Donc là, on a défini l'ensemble des étiquettes attachées. De là, on est passé à un prototypage de maquette. Donc pareil, maquette V0 fournie par l'architecte. On a extrait la structure qu'il a fait, on la remodélise à notre sauce, puisque c'est vrai que la structure issue de ce logiciel-là n'est pas forcément toujours parfaitement adaptée à ce qu'on veut en faire et à notre façon de travailler. Donc on l'a remodélisé et on a fourni des premières synthèses classiques. On vous apprend rien. Et donc, partie de ces synthèses, on est venu effectivement participer à la synthèse centrale générale, où là, c'était pas nous, on n'était pas les BIM managers sur la synthèse générale. Nous, on a le BIM management et la synthèse que du macrolo clos couvert. De là, on a fourni, nous, nos modèles et notre propre synthèse du macrolo pour en arriver au plan issu de la maquette. Donc, ouais, ça, c'est la maquette gros œuvre phase exé. Et voici aujourd'hui ce qu'on a extrait. Donc l'idée, ça a été pour nous, effectivement, dans ce projet-là, de partir de ça et de remonter toute la chaîne à l'envers et d'en arriver au début. Sachant qu'on a rencontré donc, quelques petits soucis sur des choses qu'on savait bien paramétrer dans AutoCAD et qu'on n'arrive pas à paramétrer aujourd'hui dans Revit. Il y a des manques dans Revit, ça va évoluer, je pense. Mais on n'a pas pu tout faire et ce serait mentir de dire qu'on a fait tous nos plans d'exé 100% Revit. On a été obligé d'en faire à peu près 10-15% à la main. Voilà. Donc, voici comment nous avons travaillé. Alors, Jacques Dinguirard, Aurélie Geoffrey, avant de passer aux questions-réponses, encore une fois, et peut-être en passant la parole à vous, Aurélie, en tant que représentante de la partie ingénierie, vous êtes vraiment l'interface permanente entre le côté conception et le côté mise en œuvre, réalisation. Sur cette opération et peut-être plus largement, quels avantages et qu'est-ce que ça change finalement pour vous et pour vos interlocuteurs, hein, en amont et en aval de chaque opération, le BIM, et quelles sont peut-être les difficultés auxquelles vous ou vos partenaires sur cette opération sont confrontés? Nous, aujourd'hui, en tant que bureau de structure... Bien proche du menton. C'est bon?
Donc notre plus grosse difficulté en fait au départ pour extraire les plans de structure, ça a été du coup du logiciel Revit, de sortir des plans qui soient exploitables pour le chantier. Donc ça a été quelque chose qui a été long à mettre en place et laborieux, notamment parce qu'il y a des manques aujourd'hui il y a des manques dans le logiciel Revit pour faire des plans d'exécution. Le manque est moins important pour faire des plans de conception en fait aujourd'hui. Notamment, on a eu des problématiques pour l'intégration des réservations, etc. Ce qui change beaucoup aujourd'hui, c'est les méthodes. En fait, nous aujourd'hui, on n'était pas du tout habitués en 3D. Donc c'est toute une méthode de travail pour nos équipes de dessinateurs, projeteurs, où il faut pas qu'ils redémarrent parce qu'ils connaissent leur métier, mais du coup qu'ils réapproprient un logiciel qui aujourd'hui c'est pas la façon dont ils avaient l'habitude de travailler. On est obligé de modéliser tout le bâtiment pour après, du coup, faire nos plans étage par étage. Nous, on n'avait pas du tout cette méthode de travail. Donc c'est beaucoup de temps au démarrage pour en gagner après à la fin et en gagner beaucoup en modification. Quand je vous posais la question, en effet, je vous parlais davantage des relations avec l'écosystème, mais en interne, du coup aussi, à commencer par l'interne, ça change la donne. Et du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place? De la formation Oui, on a mis de la formation, alors beaucoup avec du coup Jacques, où on a développé tout ce qui était protocole. Après, on a fait des formations forcément en externe. Puis on a désigné quelqu'un en interne, du coup, qui s'est un peu plus cassé les dents, on va dire, en interne, pour après aider le collègue à aujourd'hui sortir nos plans sur Revit. Donc ça a été, avec Jacques, du coup, ça a été 2 ans et demi d'aller-retour avant de pouvoir lancer de l'exécution sur Revit. Alors vous êtes le pivot finalement entre la conception et la mise en œuvre, je le disais tout à l'heure. Quelles sont les questions qui vous sont le plus remontées par le terrain, entre guillemets, au moment de la mise en œuvre ou juste avant le démarrage de la mise en œuvre, par les différents corps qui interviennent sur vos chantiers? Aujourd'hui, la peur, on va dire, du coup, des personnes avec qui on travaille, donc le gros œuvre, ça a été de se dire, est-ce qu'il ne va pas avoir des manques? Et aussi notre peur de se dire, justement, est-ce qu'il ne va pas manquer des réservations, chose qu'on maîtrisait, nous, très bien sur le 2D, qu'aujourd'hui, on maîtrisait moins au démarrage sur Revit. Ça a été beaucoup de contrôle, en fait, et beaucoup de contrôle et de remise en question, de se dire de checklist, est-ce qu'on a bien tout sur notre plan avant de le faire partir. Mais du coup, en mode collaboratif, si j'ai bien compris, beaucoup plus qu'auparavant. Vous m'en parliez, Jacques, pendant nos échanges de préparation. Ça change votre manière de travailler avec votre écosystème? C'est ça. Ouais, ça veut dire quoi? Vous vous réunissez beaucoup plus ensemble On a beaucoup plus de communication, donc ce qui est important, chose qu'on avait beaucoup avec l'extérieur, mais qu'aujourd'hui en interne, forcément, on est obligé de communiquer beaucoup plus pour échanger sur les méthodes de travail, sur comment demain on va arriver à faire le plan, etc. Et du coup, ça a mis, pour nous au sein de CETIS, un monde nouveau qui permet, pour des gens qui ont une dizaine, 15 ans d'expérience, de redémarrer un peu notre métier et de mettre un petit peu d'enjeu pour apprendre une nouvelle façon de travailler qui aujourd'hui est plutôt intéressante. En exécution, on a beaucoup de modifications. On a du mal à avoir des réservations, des choses comme ça. Et du coup, on a moins de modifications malgré tout. Et on gagne, nous, du temps sur la fin. Merci. Jacques Dinguirard, une dernière avant de passer le micro à la salle. Aujourd'hui, par rapport à ce que ça apporte aussi, quand même, au maître d'ouvrage, au département de l'Isère, c'est en cours. Hein. Oui, c'est en cours. Ça démarre, quoi, entre guillemets. Mais par rapport au département de l'Isère, quels sont les bénéfices attendus vis-à-vis du maître d'ouvrage? Une meilleure maîtrise de son chantier, si possible une meilleure maîtrise des coûts, en évitant effectivement... La synthèse a été beaucoup plus poussée que les synthèses habituelles. Alors par contre, ce qui a été bien dans ce dossier, c'est qu'on a eu le temps de faire la synthèse, on a eu le temps de faire les allers-retours. On n'a pas été mis sous pression. C'est vrai qu'une synthèse BIM, si vous êtes sous pression, c'est très compliqué de la faire bien, surtout quand vous avez des équipes qui ne sont pas ultra expérimentées. On a mis en place des petits outils comme une maquette spécifique réservation. Ça a été très utile parce qu'elle a pu circuler facilement entre tous les BE. C'est-à-dire ? En fait, on a créé classique, maquette structure, maquette fluide, maquette archi, des maquettes serrurerie et compagnie. Et on a créé en plus une maquette réservation, c'est-à-dire une maquette où on a des trous.
Mais cette maquette pouvait circuler d'un BE à l'autre pour être vérifiée sans forcément taper dans tout le modèle. Ça allait plus vite, c'était beaucoup plus fluide. C'est une astuce qui est vraiment pratique. Je ne sais pas si tu es d'accord. Et après, pour le maître d'ouvrage vise le DOE. Ça, c'est clair que pour le département, c'est le DOE. Et là, par contre, ça nous échappe un peu parce qu'il faut être sincère. Un DOE sur la partie clos couvert, ce n'est pas le plus dur à faire. C'est plutôt même simple puisqu'il y a beaucoup d'objets sur lesquels viennent se rattacher des URL qui permettent d'appeler les plans de coffrage, les plans de ferraillage et tout le reste. Donc, c'est quand même... voilà, on n'a pas la partie la plus complexe. Quand nos copains des fluides qui sont Artelia sur ce projet, eux ont vraiment un gros DE à sortir parce qu'ils vont tous les systèmes de basse tension, haute tension, tout ce qui sera. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions dans la salle? Dominique Sénat, Bureau d'études fluides. Ma question, c'était peut-être l'un de vos premiers projets, CETIS, en BIM. Et est-ce que, à la suite d'un projet, vous vous sentez prêt à... Vous vous sentez maintenant mûr pour faire du BIM Donc, effectivement, ça a été l'un des premiers. On avait déjà fait des expériences, mais le vrai projet, le premier où on a donné du coup des plans pour réaliser sur le chantier qui sortait de Revit, c'était le premier. Aujourd'hui, alors on n'a pas tous nos dessinateurs qui font du Revit, mais aujourd'hui tous nos projets sont sortis en structure avec le logiciel Revit. Donc nous aujourd'hui, on a pris parti de se dire on les forme, ça nous a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps. Et du coup, nos projets aujourd'hui sortent notamment les personnes qui ont été formées sur Revit travaillent que sur Revit. Juste pour vous compléter, en fait, dans la démarche qu'on a eue Awake, CETIS et tout le reste du groupe, on savait qu'on allait en baver, que ça allait être facile la mise en œuvre. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a embauché 4 personnes qui sont des architectes intégrateurs BIM spécialisés avec beaucoup d'années d'expérience. On les fait venir de pays qui ont plus d'expérience que nous. Et ces gens-là sont en support. C'est-à-dire qu'en fait, on ne bloque pas devant une situation dès que la situation devient compliquée pour pouvoir servir correctement le client. On a des équipes support qui sont là, qui vont s'effacer petit à petit face à nos équipes. Mais on a été obligé de faire comme ça. C'est clair. Aujourd'hui, c'est en tout, en modélisation, en maquette, on a modélisé plus d'une 50aine de bâtiments pour faire notre apprentissage. Donc ça a coûté cher parce qu'il y a des fois, jamais, même on va dire, 80% ne nous ont pas été commandés par le client, mais on a fait la démarche volontaire d'aller sur le logiciel, de faire un modèle 3D, d'en baver un peu. Mais sans ça, on n'aurait pas pu rentrer les automatismes dans l'entreprise. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie démarche à faire. Il faut, par contre, ça, vraiment, faut avoir un support ou avoir en tout cas une solution support parce qu'on est vite débordé dès qu'il y a un cafouillage dans la maquette. Bonjour, Delphine Genotti, Société Gretec. Je suis un projeteur. Et ce que je voulais voir avec vous, c'est que normalement, vous êtes en relation directe, enfin en tant qu'entreprise, bureau d'études, gros œuvres, vous êtes en relation directe avec toutes les entreprises type fluide, pas forcément les bureaux d'études. Et quelles ont été vos difficultés avec elles? Parce que j'imagine que ça doit être pas forcément évident à aborder l'entreprise en direct et non pas le bureau d'études. En fait, la seule problématique grave qu'on peut rencontrer, c'est la volonté. Si l'entreprise en face a de la volonté, on arrive toujours à trouver des solutions pour se mettre en œuvre. On prend du temps, ça s'explique, on peut expliquer même au maître d'ouvrage de temps en temps, il arrive à le comprendre dans un monde idéal. C'est juste une question de volonté. C'est une transition digitale. On est tout simplement dans une transition digitale, comme on a pu vivre avec les logiciels de compta, de gestion et compagnie. C'est la même chose. On passe du trait à la 3D. Et s'il n'y a pas une volonté commune de toute l'équipe, forcément, il y a des ratés. Mais c'est le principe de base de la collaboration. Oui, bonjour. Françoise Lauvernier, spécialiste AMO, BIM Management, de BIM Perspective. J'ai une question concernant le DOE. Vous avez parlé justement d'avoir associé des liens URL. Mais il me semble qu'au départ, vous aviez parlé également d'avoir développé votre propre plateforme. Donc, ma question, elle est comment vous avez transmis au client votre DOE, les liens URL? Est-ce que c'est via la plateforme? Est-ce qu'il y a eu des soucis de transfert de tout ça derrière?
puisque je suppose que vous n'avez pas, le client n'a pas d'abonnement sur votre plateforme. Voilà. Non, alors il faut être clair. Dès qu'on arrive à la phase du DOE, on sort complètement de la plateforme et on sort de tout type de plateforme en fait. Parce que le DOE, c'est juste de la data qu'il faut stocker quelque part sur un serveur périn. Donc en fait, ce qu'on fait, on a une démarche. Alors on a une double démarche puisqu'on est, on est autant digital que bâtiment BIM. On a une démarche qui fait que quand on va en arriver au DOE, quand on commence à le consolider, on a une démarche vis-à-vis du maître d'ouvrage. Alors, on peut prendre l'exemple de la mairie, d'une mairie sur Paris, je ne sais pas si je peux citer le nom de mes clients, mais d'une mairie où on en arrive au DOE. Effectivement, là, ils achètent leur serveur, ils mettent leurs fichiers sur leur serveur, leur directeur informatique nous sort des URL que nous intégrons dans les objets. Et nous fournissons une maquette, alors dans un logiciel qui aura été choisi, on aura testé dans notre démarche. Je crois qu'on a testé 5 ou 6 logiciels et on a testé plusieurs logiciels d'exploitation et de maintenance. Ils ont choisi leur camp. Par contre, tout ce qui est fiche produit, on va dire, est stocké sur un serveur dont ils sont propriétaires, dont ils sont sûrs d'être périns à long terme. Et eux nous fournissent ces URL qu'on met dans les machines. Dès qu'on arrive au DOE, de toute façon, on est obligé de se déconnecter complètement du monde du bâtiment. Ça n'a plus rien à voir avec le bâtiment. Oui, bonjour, je m'appelle Laurent Hugues, je suis gérant d'un cabinet de formation dans le domaine de la relation humaine. Je voulais rebondir sur un point qu'Aurélie, je crois Aurélie, a soulevé tout à l'heure sur la communication, les problèmes de communication entre hommes. On parle beaucoup de communication des outils, et des plateformes et de l'outil, mais est-ce que ce sujet pour vous est clé? Et c'est une question que je pose un petit peu plus largement à tous les intervenants qui ont déjà eu l'occasion de parler. Est-ce que finalement la relation humaine et la façon de se parler en vrai, au téléphone, en face à face, entre quatre yeux, est-ce que ça aussi c'est une clé de succès ou de risque d'échec? Enfin, quel est le poids de ce petit truc-là, la communication entre gens? Ouais, la relation humaine, c'est 100%. Vous pouvez mettre toutes les machines que vous voulez. Si vous ne faites pas communiquer les hommes qui vont utiliser les machines, ça ne marche pas. On est vraiment, on reste dans le digital. On est dans cette transformation. Donc oui, notre priorité et notre plus gros écueil sur les 8-12 premiers mois, c'est que les gens ne voulaient pas... Chacun était sur son précaré. En plus, on avait des métiers à faire collaborer. On avait des responsables de business unit à faire collaborer qui étaient dans leur petite baronnie. Je suis un peu dur hein, volontairement, puis ils ne sont pas là, donc j'en profite. Ça fait du bien, après 3 ans. Non, chacun était sur son précaré, sur ses prérequis, avait sa méthode de travail, était dans son... En fait, il y a un tel stress aujourd'hui sur le marché. C'est quand même un pari super dur parce qu'on est sur un marché hyper tendu. Il faut aller très vite pour gagner des projets. Il faut rendre du 100% propre pour que le client veuille bien vous redonner quelque chose à faire. Et en même temps, vous dites à tout le monde, on va changer de process de fonctionnement. Donc les gens se sont raidis sur leur position pendant 6-8 mois, c'est clair. On a pris des casquettes en permanence de gens nous disant non mais c'est pas possible, c'est bon, tu as 18 ans d'avance sur ta technologie, tu reviendras nous voir quand tu seras prêt. Puis un jour, on a fait, donc c'est là où on a embauché des gens qui venaient de l'extérieur de l'entreprise, qui ont mis la pression sur l'entreprise en disant regardez, il y en a qui arrivent, c'est quand même con que vous ne le fassiez pas. Et petit à petit, les gens sont venus vers nous, petit à petit, jusqu'au jour où on a eu des membres de l'équipe qui ont travaillé tout seuls sur des projets en direct avec les intervenants. Les projets se sont bien passés. Et ça a fait feu de paille, ça s'est réparti. Mais c'est très long. On est sur une transition digitale avec de l'humain au milieu. Donc s'il n'y a pas une vraie volonté de la direction de l'entreprise, c'est quand même très compliqué. Et là, on l'a vécu pendant presque un an. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, éventuellement? Réaction? Non? Bien, merci beaucoup, Jacques. Ah, pardon? Oui. Est-ce qu'il y a eu une synthèse en conception? Pas sur les archives, puisqu'on a récupéré le projet après la conception. Oui, on a des projets où on a fait des synthèses en conception. Il y en a même où on a fait des synthèses qui étaient très pertinentes, qui n'ont pas été écoutées par le maître d'ouvrage. Quand il a été dos au mur, il était bien content de les ressortir pour pouvoir taper sur l'équipe de maîtrise d'œuvre. On a eu des bénéfices. Après, c'est toujours pareil, on a eu des bénéfices quand tout le monde était autour d'un projet BIM. On n'a pas eu de bénéfices quand un des membres tirait la patte et ne voulait pas y aller. Donc ça, c'est une volonté. Merci Jacques Dinguirard, merci Aurélie Geoffrey.